Bonjour Luc Rémont. Bonjour. À votre place hier, Bruno Le Maire a prévenu le prix de l'électricité va augmenter de manière, je cite, progressive et limitée. À quoi les ménages doivent-ils s'attendre dans les prochains mois sur leurs factures? Alors, le ministre l'a dit hier, pour 2024, ce sera un maximum de 10%. Mais il est important de rappeler qu'aujourd'hui, les ménages, ils payent l'électricité au travers de leurs factures, mais aussi comme contribuables. Parce que finalement, c'est le contribuable qui est venu compenser l'augmentation très forte des prix de l'électricité qui est due à la crise énergétique dans laquelle nous sommes. Avec le bouclier tarifaire, le bouclier tarifaire, dans les impôts. En fait, c'est également les Français qui le payent. Et au fur et à mesure du temps qui passe, les prix moyens de l'électricité vont atterrir. Et simplement, le bouclier tarifaire va se réduire. Ce qui fait qu'in fine, comme l'a dit le ministre hier, l'augmentation sera limitée à 10% l'année prochaine. Et nous avons travaillé ensemble avec le ministre pour faire en sorte que sur l'horizon de temps long, qui est celui dans lequel nous devons inscrire l'action d'EDF, nous puissions aller vers la stabilisation des prix pour nos concitoyens. Justement, Luc Rémont, dans ce contexte, l'État et EDF se sont mis d'accord sur le prix de l'électricité à partir de 2026. Ce sera 70 € le mégawattheure. C'est plus que le montant actuel de 42 € pour une partie de votre production. Est-ce que ça signifie que les Français devront payer encore plus cher que cette hausse déjà annoncée de 10% pour février? Alors, sans entrer dans la technique, personne ne paye 42 € du mégawattheure aujourd'hui. Nous sortons d'un système dans lequel EDF était obligé de vendre un tiers de sa production à 42 € du mégawattheure. Le reste, par défaut, devenait sujet aux fluctuations de très court terme des prix du marché de l'électricité. Ça donne quoi? Ça donne, sur 10 ans, un système qui a pénalisé EDF et qui a également pénalisé les consommateurs en phase de crise, qui fait que le budget de l'État a dû intervenir pour protéger les consommateurs en phase de crise. Tout le travail que nous avons fait avec Bruno Le Maire et avec Agnès Pannier-Runacher, c'est d'aller vers un système qui est responsabilisant pour tout le monde et qui donne une protection beaucoup plus forte à l'ensemble de nos concitoyens. Il est plus responsabilisant pour l'entreprise parce qu'il nous conduit à tirer notre commerce vers le long terme pour stabiliser les prix d'abord. Mais ça veut dire qu'il y aura plus de pics comme on a connu ces derniers mois. Et ensuite, il donne à l'État un instrument beaucoup plus fort qui couvre la totalité de la production d'EDF cette fois-ci, la totalité de la production nucléaire d'EDF. Si les prix augmentent trop, l'État récupère la totalité de la valeur de la production électronucléaire d'EDF pour pouvoir la redistribuer à nos concitoyens, ce qui est donc beaucoup plus protecteur que le système actuel. Et c'est l'ensemble de ces deux dispositifs combinés qui va nous permettre, à partir de 2026, de viser les fameux 70 € du mégawattheure. Mais ces 70 €, justement, ils correspondent à quoi? Parce que c'est plus que le coût de production d'EDF estimé récemment à 60 € le mégawattheure par la Commission de régulation de l'énergie. Alors, les 60 € du mégawattheure sont un calcul fait par la Commission de régulation de l'énergie, de façon très professionnelle, qui porte uniquement sur une approche de la production nucléaire existante. Si nous voulons apporter aux Français, ce qui est notre mission chez EDF, de l'électricité durable, il nous faut également investir pour préparer la future production nucléaire. Et donc, si nous étions exactement au niveau des coûts de l'existant, à la fin, vous dites que les Français vont payer pour les futurs réacteurs nucléaires et qu'ils payent pour la dette d'EDF de 65 milliards, en fait. Les Français, ils payent aussi pour ça. Dans toute entreprise, si vous voulez une approche durable de la production, il faut couvrir les coûts de développement en partie. Et donc nous allons travailler évidemment avec le gouvernement également pour faire en sorte que, de façon soutenable, autour de ces 70 € du mégawattheure, nous puissions avoir de l'électricité compétitive aujourd'hui et de l'électricité compétitive demain. Si nous regardons seulement ce qui se passe aujourd'hui, la réalité c'est que demain, nous n'aurons pas fait les investissements qu'il faut. Et à ce moment-là, les prix monteront et il n'y aura pas assez d'électricité. Donc la responsabilité d'EDF avec le gouvernement, c'est de travailler pour que nous ayons ce cheminement de long terme qui est soutenable pour l'ensemble de nos concitoyens, entreprises et particuliers et collectivités, et qui puisse permettre d'avoir à la fois des opérations existantes qui sont performantes, ça c'est l'engagement de l'entreprise, mais également la capacité de soutenir nos investissements sans surendettement pour l'entreprise et sans transférer cette responsabilité sur les contribuables. Je vais vous poser une question très concrète, très précise. Vous parlez d'investissements nécessaires pour EDF. Ça se chiffre en quoi? En milliards, en dizaines de milliards? En dizaines de milliards. 25 milliards d'euros d'investissement par an. C'est ce que l'entreprise doit faire pour être capable de soutenir les besoins d'électrification du pays à moyen terme. Ça couvre beaucoup de domaines. Ça couvre le nucléaire existant, dont il faut prolonger la durée de vie en toute sûreté. C'est un premier élément qui est tout à fait déterminant de ces investissements. Ça couvre les réseaux. Les réseaux ont besoin d'investissements pour
permettre le raccordement de beaucoup plus d'énergie renouvelable. Oui. Et ça couvre bien sûr le début d'un investissement à l'échelle industrielle dans 6, plus potentiellement 8 nouveaux réacteurs nucléaires. Vous avez débattu, Luc Rémont, avec le gouvernement pendant de longs mois pour obtenir cet accord et le meilleur prix pour votre groupe. Le gouvernement, lui, défendait aussi le pouvoir d'achat des Français et des entreprises. Pour vous, EDF, c'est une entreprise marchande comme les autres ou c'est un service public ? EDF n'est pas une entreprise comme les autres, mais EDF est une entreprise. Et une entreprise, ça répond à un certain nombre de règles assez simples, qui est que ça doit pouvoir être profitable pour investir. Et je dois dire que les objectifs de l'État et d'EDF dans cette discussion n'étaient pas différents. Je pense que nous partageons tous, comme entreprise de service public côté EDF et comme régulateur et actionnaire côté de l'État, l'objectif d'avoir une trajectoire soutenable. Et que EDF aille bien. Donc les objectifs n'étaient pas différents. Est-ce que c'est vrai que vous avez mis votre démission dans la balance, Luc Nous avons dû réinventer un système qui était arrivé à bout de souffle. Et réinventer un système, c'est toujours difficile, parce que ça suppose de sortir des convictions acquises. Et c'est ça qui a été le plus difficile. Mais votre démission dans la balance... Ça n'est pas mon style. Ça n'est pas votre style. Même si vous reconnaissez que les discussions ont été robustes, c'est ça le mot? Elles ont été engagées, et c'est normal qu'elles le soient, vu l'ampleur des enjeux dont on parlait pour nos concitoyens et pour l'avenir. Luc Rémont, président directeur général d'EDF. On se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Mathilde Romagnan à 8h39. Trêve respectée ce matin dans la bande de Gaza, même si d'intenses bombardements israéliens ont éclaté cette nuit et ce matin encore. Trêve commencée il y a plus de 2 heures, censée durer 4 jours pour libérer 50 otages aux mains du Hamas en échange de 150 prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, 13 otages doivent être libérés à 15h, heure française. Le retour au calme à Dublin après une nuit de violence imputée à l'extrême droite dans la capitale irlandaise. Des heurts entre les forces de l'ordre et des centaines de personnes suite à une attaque au couteau hier. Attaque qui a fait plusieurs blessés, dont 3 enfants, mais ce n'est pas une attaque terroriste, assure la police. La mère d'Émile a lancé hier un appel pour retrouver son fils. Le petit garçon disparu il y a 4 mois au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Un message diffusé hier par l'hebdomadaire Famille chrétienne. Émile a 3 ans aujourd'hui. Le football est une nouvelle défaite hier pour le PSG en Ligue des Champions féminine. Défaite 1-0 face au Bayern Munich. Les Parisiennes sont désormais dernières de leur groupe. Et puis en Ligue 1, le PSG affronte ce soir Monaco pour la 13e journée. Le leader du championnat reçoit le 3e. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Luc Rémont, PDG d'EDF. Vous nous annonciez à l'instant qu'il faudrait 25 milliards d'euros d'investissement par an pour EDF. Et justement, c'est l'un des objectifs de cet accord conclu avec le gouvernement, vous permettre de rénover le parc nucléaire. Il y a 1 an, la moitié des réacteurs d'EDF s'est parfois retrouvée à l'arrêt au même moment. C'était l'un de vos principaux chantiers quand vous êtes arrivé il y a tout juste 1 an. Où en est-on aujourd'hui ? Nous avons connu effectivement en 2022 une crise industrielle majeure qui était associée à la découverte d'un phénomène qui était jusqu'ici inconnu sur nos centrales nucléaires, qui a nécessité évidemment, dans le respect du principe et de la responsabilité de sûreté qui est la nôtre, d'intervenir tout de suite sur les réacteurs. 1 an plus tard, 15 mois plus tard, nous sommes maintenant à un stade de maîtrise industrielle de ce problème, ce qui fait que nous avons aujourd'hui, ce matin, 43 gigawatts disponibles pour la production nucléaire, ce qui nous permet d'aborder cet hiver vraiment avec confiance. Ah ben justement, cet hiver, parce que l'hiver dernier, ça a été compliqué. On a dû importer de l'électricité. Là, vous pouvez nous assurer que nous exportons tous les jours. Pas de coupure d'électricité. Nous exportons tous les jours. Nous avons plus de nucléaire disponible. Nous avons également une hydrologie, et j'en suis bien conscient parce que nous surveillons ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est également favorable à l'hydroélectricité aujourd'hui. Et donc nous pouvons vraiment aborder les prochaines semaines avec confiance. Il faut rester vigilant, toujours, parce que nous avons, grâce ou à cause de tout cela, fait des efforts de sobriété. Les efforts de sobriété, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. À la fin, c'est toujours la meilleure. En même temps, et donc il faut garder cet aspect de sobriété. On est dans un système et dans la décarbonation, la transition énergétique nous pousse à avoir par exemple des véhicules électriques qui sont très gourmands évidemment en électricité. Est-ce qu'à long terme, il y a un risque que nos capacités de production soient insuffisantes par rapport à nos besoins ? L'objectif de l'accord... Sur les 10 prochaines années, est-ce que vous êtes serein sur cette question-là par exemple ? Pour faire en sorte que la production soit au rendez-vous, il nous fallait d'abord un cadre économique soutenable. C'était tout l'objectif de la discussion que nous avons eue avec Bruno Le Maire et avec Agnès Pannier.
C'est vraiment l'élément déterminant pour pouvoir créer ces conditions d'investissement et avoir l'énergie, l'électricité disponible à long terme. Dans ces conditions-là, oui, c'est exigeant pour EDF, mais oui, nous serons capables de le faire. Il faut augmenter la quote-part d'électricité dans le mix énergétique français parce que nous avons aujourd'hui seulement un tiers de notre énergie finale, un peu plus d'un tiers de notre énergie finale qui est électrique. Le reste de la molécule carbonée. Et donc, dans nos ambitions de transition énergétique qui sont nécessaires pour préserver la planète, il nous faut aller vers... Ça veut dire que cette montée en puissance de l'électricité dans notre mix énergétique, vous pensez que sur les 10 prochaines années, notre système de production sera au rendez-vous? Et c'est la mission d'EDF de faire en sorte, et de ses concurrents bien sûr, de faire en sorte que nous soyons au rendez-vous. Et la difficulté, pardon Luc Rémond, mais c'est que tout en rénovant le parc existant, vous devez aussi construire. Emmanuel Macron veut la mise en place de 6 nouveaux EPR, dont le premier en 2035 sur le site de Pinly en Seine-et-Marne. 2035, c'est possible pour le démarrage du premier EPR? C'est très exigeant. Ça doit venir de pair avec tout le travail que nous devons faire sur le parc nucléaire existant pour augmenter le niveau de production. Et nous sommes bien en chemin pour augmenter le niveau de production. Mais ça, c'est la responsabilité d'EDF. Donc, toutes les équipes d'EDF, tout le monde est mobilisé. L'ensemble de la filière industrielle qui travaille avec nous, qui concerne des centaines de milliers de personnes en France, sont mobilisés pour atteindre cet objectif. C'est exigeant, encore une fois, mais c'est à nous de remonter cette capacité de construction à l'échelle industrielle. C'est probablement le principal défi d'EDF pour la décennie qui vient. C'est quelque chose qui avait été oublié, qui avait été perdu, cette compétence, tout simplement. C'est ce que disait votre prédécesseur. Les compétences individuelles associées au nucléaire sont là. Et elles sont solides, et elles sont même des références mondiales. Mais comme toute industrie, quand vous ne faites pas beaucoup, vous perdez la vitesse. Et donc vous perdez la capacité à faire à grande échelle et de façon compétitive dans le temps. Effectivement, sur les derniers 20 ans, nous avons peu construit. Nos anciens, dans les années 80-90, raccordaient 4 à 5 réacteurs par an au réseau dans les années les plus fastes. Depuis 20 ans, nous avons travaillé sur 1 réacteur par décennie en moyenne. Et donc pour être à nouveau au rendez-vous du défi de transition énergétique que vous avez résumé, il nous faut remonter EDF et toute sa filière à l'échelle de la construction industrielle. C'est notre principal défi pour la décennie qui vient. Et les responsables politiques, selon vous, ont une part de responsabilité? Vous leur en voulez pour leurs atermoiements, leurs changements de stratégie? Je pense qu'à chaque période viennent leurs défis. Il est clair que sur la dernière décennie, la France avait ce qu'il lui fallait en termes d'électricité et de capacité de production électronucléaire. Et ce qui est devant nous, c'est un défi nouveau. Nous devons à la fois prolonger un parc nucléaire existant et puis créer une capacité de production électrique supplémentaire pour répondre à la transition énergétique. C'est un défi nouveau. Donc à chaque période vient son défi. Le défi d'aujourd'hui, c'est de reconstruire une capacité industrielle de construction de parcs. Vous parlez de ça, pardon, mais est-ce que c'est pas trop ambitieux quand on voit le temps de construction de l'EPR de Flamanville, toujours en travaux, 12 ans de retard, surcoût de plusieurs milliards d'euros? Mais les 6 nouveaux réacteurs, vous allez y arriver. D'ailleurs, Flamanville, c'est pour quand sa mise en service? Alors, Flamanville est en phase finale de test totalement intégré. Et nous prévoyons de charger le réacteur au premier trimestre 2024, donc dans quelques semaines maintenant, et de le raccorder au réseau à la mi-année 2024. Après un surcoût de combien de milliards? Après un surcoût qui est important, mais qui reflète également le fait que nous n'avons construit qu'un seul réacteur en France sur les 2 dernières décennies. Et donc, nous avons, avec ce premier réacteur, amené sur le territoire français le premier réacteur de 3e génération évidemment... Donc il n'y aura plus de mauvaise surprise sur Flamanville. Les plâtres associés à Vous l'espérez? Il n'y aura plus de mauvaise surprise sur Flamanville? Écoutez, ça reste de l'industrie, mais à ce stade, chaque jour qui passe nous rapproche du raccordement sans surprise. Bon, l'avenir du nucléaire en France est donc 3 lettres, EPR, mais il y a 3 autres lettres, SMR, qui sont les futurs des petits réacteurs. C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui en avait beaucoup parlé pour relancer le programme nucléaire français. Ce sera une réalité? Est-ce que déjà, on sait vraiment les faire et à quelle échéance? Alors, on saura les faire parce que c'est la même technologie que celle que nous utilisons pour les grands réacteurs. Simplement, nous les développons avec une philosophie qui est différente, qui est destinée à répondre à des besoins différents. Les grands réacteurs sont indispensables pour répondre aux besoins d'électrification d'un pays tout entier. Les SMR sont davantage adaptés à des situations plus locales, à des parcs industriels, à des activités qui sont plus spécifiques. Mais là, on est dans de la science-fiction ou ça va vraiment exister à moyen terme? Nous avons un projet de SMR en cours de développement qui s'appelle NEWARD et qui vise de répondre à ces besoins spécifiques, à la fois pour la France,
mais également pour le marché mondial. EDF, c'est à la fois un opérateur électrique et c'est aussi un industriel. Et pour être performant comme industriel en France, il faut que nous soyons un industriel performant sur d'autres marchés. Et donc cette technologie de SMR, tout comme la technologie de grands réacteurs, nous avons l'ambition de la vendre à d'autres pays. En termes de date, nous serons prêts à construire en 2030. Et pour construire, pour être performant, il faut aussi de la main-d'œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour les 6 nouveaux EPR, vous avez la main-d'œuvre qualifiée suffisante ou vous allez chercher, vous continuez à essayer de recruter? Nous cherchons évidemment à recruter beaucoup. Combien? Nous avons les compétences en qualité. Il nous les faut en quantité. Parce que avoir un chantier à la fois, c'est déjà un défi. Si nous en avons 4 à 6 à la fois, évidemment, il nous faut multiplier ces compétences. Sachant que la France n'est pas le seul pays qui va dans la direction du nucléaire. Beaucoup de pays européens qui sont mobilisés autour de l'Alliance du nucléaire qui est poussée par Agnès Pannier-Runacher avec l'ensemble de ses collègues, tous ces pays-là vont avoir besoin de nucléaire. Donc c'est bien des compétences européennes qu'il nous faut bâtir, en commençant par les compétences françaises. Et donc nous avons une mobilisation extrêmement forte avec l'ensemble de la filière qui vise à recruter 100 000 personnes dans la filière dans les années qui viennent, sachant que ceux qui interviendront sur nos réacteurs, sur nos chantiers de construction dans quelques années, sont au collège aujourd'hui. Et donc vous allez dans les collèges pour vendre le nucléaire? Voilà, je fais un appel aux collégiens, je leur dis, nous faisons un métier absolument formidable. Chez EDF et dans toute la filière, électrique, électronucléaire, etc., sont des métiers qui vont vraiment préparer l'avenir parce qu'ils permettent de lutter contre le changement climatique. Ce sont des métiers qui sont techniquement passionnants. Donc, si vous avez un intérêt pour ces métiers-là, venez nous voir. Bon. Nous aurons évidemment du travail pour vous. Et les femmes aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. D'abord les femmes, parce que nous cherchons effectivement les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont au collège, nous cherchons d'abord à les attirer. Bon, l'appel est lancé. Si vous êtes au collège, vous pouvez envoyer votre CV déjà à Luc Rémont. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant après le fil info de Mathilde Romagnan à 8h50. Les derniers bombardements ont retenti il y a plus de 2 heures dans la bande de Gaza. Une trêve démarre ce matin, elle est censée durer 4 jours. Aujourd'hui, 13 otages doivent être libérés à 15h heure française par le Hamas. La libération de 50 otages au total est prévue en échange de 150 prisonniers palestiniens. Une soirée de violence hier à Dublin, mais le calme est revenu dans la capitale irlandaise. Des heurts imputés à l'extrême droite après des rumeurs sur l'origine du suspect dans une attaque au couteau le jour même. Attaque qui a fait 5 blessés dont 3 enfants et qui n'est pas qualifié de terroriste par la police. Pékin tente de rassurer l'OMS face à une hausse des cas de maladies respiratoires. Il n'y a aucun nouveau pathogène en Chine, répondent les autorités chinoises. L'Organisation mondiale de la santé leur a demandé des informations détaillées et appelle la population à se protéger. La collecte annuelle des banques alimentaires, elle commence aujourd'hui et dure 3 jours. Vous pouvez donner dans tous les supermarchés de France. L'an dernier, 18 millions de repas ont pu être distribués. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Luc Rémont, PDG d'EDF. À partir de 2035, la vente de voitures thermiques neuves sera interdite en Europe. Aurons-nous suffisamment d'électricité pour alimenter toutes les voitures de France? C'est tout l'objectif et ça suppose d'investir dans tous les moyens de production à la fois. Parce que tout ne peut pas venir du renouvelable, tout ne peut pas venir du nucléaire. L'électricité, ça a besoin de travailler comme un système qui fonctionne 24 heures par jour, 7 jours sur 7, toute l'année. Et chacun des moyens de production électrique a des complémentarités, des différences. Le renouvelable, c'est évidemment compétitif. On doit en faire plus, mais c'est intermittent. Ça reste une électricité qui produit quand les éléments le décident. Ça doit être complété par une capacité de production également décarbonée, faite d'hydraulique, de nucléaire et de thermique décarbonée. Et c'est l'ensemble de ces moyens de production qu'il nous faut amener à l'échelle pour 2035. Vous vous diversifiez justement dans ce but, mais vous, l'industriel, quelle vision vous avez sur cet objectif de transition énergétique? Est-ce qu'il est réaliste? Le rapport Pisani-Ferry fixé à 65 milliards d'euros nécessaires chaque année pour remplir les objectifs. Vous pensez qu'on est prêt? Écoutez, ça fait 30 ans que je m'intéresse à ces questions de changement climatique et de transition énergétique. Et ça a été mon métier avant de rejoindre EDF également. J'ai des convictions assez fortes en la matière. Je sais que l'efficacité énergétique, par exemple, c'est la façon la plus directe d'arriver à cette transition énergétique. Donc et moins consommer. Et c'est économiquement parfaitement rationnel pour tout le monde. Qu'on soit particulier, entreprise,
collectivités, l'efficacité énergétique, c'est le premier moteur de la transition énergétique. Au-delà de l'efficacité énergétique, je crois que nous avons aujourd'hui les technologies, les savoir-faire qui permettent de réaliser cette transition en étant économiquement durable. Dans la mission d'EDF, dans la raison d'être d'EDF, il y a évidemment le développement économique. La performance des entreprises, c'est la première mission d'EDF. Et donc ce chemin, moi je crois qu'il est vraiment faisable et qu'il est rationnel. Et alors quand on pense transition énergétique, énergie renouvelable, souvent on pense éolien et on pense moins souvent à la question de l'hydraulique, alors que l'hydraulique c'est la deuxième source de production électrique en France après le nucléaire et c'est la première énergie renouvelable. Quel est aujourd'hui l'état de notre parc qui, disons-le, n'est pas récent? Alors c'est la deuxième en taille, mais c'est la première dans l'histoire. Et il ne faut jamais oublier que nous avons commencé l'électricité par l'hydroélectricité. Et nous avons commencé à électrifier le pays avant-guerre, comme on dit, par les barrages. Et donc nous avons effectivement des barrages qui sont très bien entretenus, sur lesquels nous continuons d'investir. Et au fond, le principal défi de l'hydroélectricité aujourd'hui, c'est d'être capable de continuer d'investir parce que nous avons de la puissance disponible. Nous avons des capacités supplémentaires qui sont un peu bloquées pour des raisons juridiques dans lesquelles je n'entrerai pas aujourd'hui. Sur les questions de concession notamment. Et donc nous avons besoin de changer de monde d'une certaine manière pour relancer la capacité d'investissement sur les barrages existants en augmentant la capacité. Et ça correspond aussi à une période dans laquelle de plus en plus de nos régions sont à juste titre inquiètes des questions de gestion de la ressource en eau, gestion durable de la ressource en eau. Et donc nous avons la capacité, en relançant l'investissement dans l'hydraulique, pas seulement chez EDF, mais dans l'ensemble du secteur, d'avoir à la fois un bénéfice électrique, parce que c'est une électricité décarbonée et commandable, donc celle que nous cherchons en premier, et un bénéfice pour la gestion durable des ressources en eau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez par exemple qu'il est possible de faire de nouveaux barrages? On a du mal à imaginer que politiquement, sociétalement, socialement, on arriverait à dire cette vallée, finalement, on va avoir besoin de la condamner pour faire un nouveau barrage. Ça supposera évidemment beaucoup de concertation dans les cartons, il y a des projets à l'échelle locale, mais c'est possible, dans des proportions limitées, mais c'est possible. Et je pense qu'à certains égards, d'un point de vue de gestion durable de notre futur, à la fois hydraulique et électrique, je pense que c'est souhaitable. Vous avez des projets très concrets, étudiés, de nouveaux barrages en France? Nous avons toujours des idées. À l'horizon 2050, la France prévoit de réduire d'au moins 40% sa consommation d'énergie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce que ça vous semble réaliste? Je pense que c'est réaliste. Je vous disais que ça fait très longtemps que je me passionne pour ces sujets. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler sur l'efficacité énergétique dans beaucoup de pays du monde. Je sais par expérience que 10% d'efficacité énergétique, c'est à peu près ce que nous avons depuis le début de la crise énergétique. On appelle ça sobriété ou efficacité énergétique. C'est ce que l'on atteint pour toutes les catégories de consommateurs quand on commence à faire attention. Quand on commence à travailler sur son efficacité énergétique, et c'est ce que j'ai pu observer dans beaucoup de pays, 30%, c'est quelque chose qui est accessible de façon rationnelle, en investissant un tout petit peu, avec des retours sur investissement relativement courts quand on est une entreprise, pour faire en sorte que la dépendance à l'énergie soit plus faible. Et j'ai accompagné moi-même des entreprises industrielles dans des chemins qui allaient jusqu'à 75% de réduction. Donc c'est possible et ça ne se fait pas dans la douleur. C'est un chemin dans lequel chacun s'approprie son énergie comme un élément important de la vie quotidienne et prend des décisions rationnelles sur son énergie. Et c'est pas évident parce que l'arrêt des dernières centrales à charbon, par exemple, prévu pour 2022, a été reporté à 2027. Vous y croyez à ce nouvel objectif? Une centrale à charbon, nous en avons une aujourd'hui chez EDF, elle sert à assurer ce qu'on appelle l'hyperpointe. Elle ne va pas travailler très très longtemps dans l'année. Elle n'est là que pour assurer le moment où, une fois qu'on a saturé la production de la totalité du parc nucléaire, hydroélectrique, etc., si jamais la demande continue de monter, nous avons encore une réserve qui permet de produire de façon supplémentaire. Ça ne veut pas dire que cette centrale au charbon va travailler toute l'année. Elle va travailler quelques heures dans l'année. Donc nous la gardons disponible pour répondre à ces problématiques d'hyperpointe. Mais ça veut dire que très concrètement, elle pourrait néanmoins fermer à 2027 ? Nous travaillerons Après avec... 2027, vous pourriez ne plus en avoir besoin ? Nous travaillerons avec, évidemment, l'ensemble des parties prenantes pour garantir la disponibilité de ces moyens d'hyperpointe, y compris au-delà de 2027. Un tout dernier mot, puisque vous avez été concerné en tant qu'opérateur par les conséquences de la tempête Kiran, qui a touché une grande partie de la France. Il y a notamment un agent d'Enedis qui est mort en intervention dans le Finistère Sud, à côté de Pont-Aven. Cet épisode, il est terminé en termes de gestion de tous les foyers ont retrouvé de l'électricité ? Alors évidemment, je salue la mémoire de notre agent qui a perdu la vie dans cette
dans cette mobilisation générale et avec tout mon témoignage de soutien à sa famille, ainsi que celui de tous les agents d'EDF. Mais au-delà de cela, ce que je voudrais dire, c'est que cette tempête Kiran, elle a été en réalité, en termes d'impact, supérieure à la tempête de 99, aux 2 tempêtes de 99, sur les régions Bretagne et Normandie. Avec parfois plus de 10 jours sans électricité. La quantité de dégâts a été absolument colossale. Je veux vraiment saluer la performance des équipes d'Enedis qui, grâce à une mobilisation avant la tempête, et ça, c'est là que les leçons de 99 ont été tirées, c'est qu'il y avait plus de 3000 personnes qui avaient déjà été acheminées sur place avant que la tempête n'atteigne ces régions, pour faire en sorte que nous puissions être à pied d'œuvre dès que la tempête avait cessé. Et donc en quelques jours seulement, nous avions raccordé 90% du 1,2 million de nos concitoyens qui avaient été déconnectés. Malheureusement, le réseau a été tellement atteint qu'ensuite, je sais que pour un certain nombre de concitoyens, ça a pris longtemps. Ils ont le droit des indemnisations, ceux-là. Par rapport à 99, on a mis 3 semaines de moins. Bon. Et oui, effectivement, ceux qui ont été coupés plus d'un certain nombre d'heures ont droit à des indemnisations de la part d'Enedis. Merci beaucoup, Luc Rémond, président directeur général d'EDF. Merci beaucoup d'avoir fait votre première intervention à la radio sur France Info ce matin. Agathe Lambré, on se retrouve dans quelques instants pour les informer. Il sera notamment question d'électricité, mais aussi évidemment de la trêve entre Israël et le Hamas. À tout de suite. Merci beaucoup.